7h20, votre rendez-vous sur LN24, c'est l'invité politique de Martin Buxan. Martin qui ce matin reçoit Hervé Rigaud, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité ce matin. Une interview à suivre en live sur Facebook et sur Twitter. Martin, c'est parti. Alors député fédéral, entre autres membre de la commission santé, on parlera du fameux virus Covid-19 dans quelques instants et de la gestion un peu chaotique du dossier. Mais vous êtes également spécialiste de la migration, hein. Je le disais en introduction avec Pierre, vous avez été à la tête d'un centre fait d'asile. Alors la question migratoire revient sur le devant de la scène puisqu'on sait qu'à la frontière gréco-turque, des migrants venus de Syrie notamment se pressent aux portes de l'Europe. Alors la présidente de la commission, le président du conseil également, Charles Michel, ont visité la frontière grecque là, il y a 2 jours et elle a tenu ce langage-ci, Ursula von der Leyen, en disant que la Grèce était le bouclier de l'Europe. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette expression-là, vous, Hervé Rigaud? Ce terme est d'une certaine violence, exprime une violence à mon sens. Oui. Bouclier veut dire frontière, veut dire blocage, veut dire repousser. Et donc la Grèce serait un lieu de défense de l'Europe contre d'autres personnes. Et ces autres personnes sont des hommes, des femmes, des enfants, victimes d'atrocités, victimes de guerre, qui sont aujourd'hui finalement otages de stratégies politiques, otages de situations qu'ils n'ont pas choisies. Ouais. Et donc, c'est inacceptable, ce type de propos. Aujourd'hui, moi, ce que je vois, j'ai une colère terrible par rapport à ces enjeux, par rapport au comportement qu'on a à l'égard de ces victimes, qu'on prend en otage, colère de voir à quel point on les repousse. Maintenant, on les repousse presque dans l'indifférence générale. On a vu les images, hein, là, on repousse les bateaux, les embarcations dans on les repousse presque dans l'indifférence des hommes et des femmes, prennent des armes pour les repousser. On va dresser des frontières demain pour les repousser. Je suis en colère aussi de constater à quel point aujourd'hui on prend en otage ces victimes, on prend en otage aussi la Grèce. La Grèce n'a pas à assumer seule une situation humanitaire catastrophique, dantesque. C'est un fait. Nous sommes dans une situation terrible, humainement. Okay. Et donc, c'est ensemble que nous devons prendre des mesures. Et ce n'est pas en relevant les frontières et ce n'est pas en prenant des boucliers qu'on va y arriver. C'est pas le bouclier, c'est pas l'Europe forteresse. Mais on fait quoi alors? On aide les Grecs? Comment? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On doit évidemment immédiatement. On laisse rentrer tout le monde. C'est ça le discours? Ce n'est évidemment pas le discours. C'est pas ça le discours. Rappelons-nous, on avait une solution qui était là. Il y avait le pacte de Marrakech qui offrait une solution, qui était une solution équilibrée, une répartition entre chacune et chacun, une solution de solidarité, une solution responsable de gestion légale de la migration. Aujourd'hui, on a fait pratiquement rien du tout. Aujourd'hui, les faits sont là, il y a une situation catastrophique où il faut apporter une réponse immédiate. Oui, cette réponse immédiate ne peut pas être seulement celle des ONG. Cette réponse immédiate, c'est déjà une solidarité à l'égard de tous ces migrants. Ça, c'est clair. Et on ne peut pas les laisser comme cela aux frontières en leur disant ce n'est pas notre problème. Solution, c'est évidemment une solution européenne. Moi, je suis européen, fondamentalement européen. Je suis fondamentalement européen. En tant qu'Européen, je ne comprends pas. Ce n'est pas l'Europe qu'on a voulu au sortir de la guerre. Une Europe qui, à un moment donné, est juste économique, n'est pas une Europe. Une Europe, c'est la solidarité. À un moment donné, l'Europe qu'on a voulu, c'est une Europe où on prend tout, où on laisse tout. Et alors là, on accueille qui et comment, pour bien comprendre? Alors, comment on doit procéder? Au niveau de l'accueil, il y a tout d'abord le cadre légal, il est là. C'est la Convention de Genève. La Convention de Genève fixe les personnes qui ont droit au statut de protection internationale. Pour pouvoir le faire, il faut donc d'abord analyser évidemment le statut, la situation de ces personnes et les mettre dans les conditions pour pouvoir analyser. Il y a aussi ces personnes, comme vous dites, de pays en conflit qui méritent la protection subsidiaire. C'est-à-dire, ils sont en danger de mort. Ils sont en danger de mort. Et donc aujourd'hui, ces personnes doivent être accueillies pas éternellement, pas dans n'importe quelle condition, mais on doit leur garantir une protection de leur vie, c'est ça l'enjeu, une protection de leur vie. Donc on les laisse rentrer, Qu'est-ce que vous pensez du fameux modèle australien que prône l'ex-secrétaire d'État à l'asile et à la migration Theo Franken en disant voilà, Europe forteresse, on protège les frontières, mais chaque année on prend certains quotas de candidats à l'asile véritablement qui souffrent dans leur pays. C'est une bonne formule ça comme fonctionne l'Australie? Donc j'ai bien entendu hier l'interview de Theo Franken et mon réveil était presque aussi difficile que ce matin parce que je ne suis pas du matin, mais là il faut reconnaître que le saut du lit a été compliqué. C'est pas une bonne formule alors? Les formules de Theo Franken sont souvent des formules simplistes qui donnent le sentiment. Le système de Theo Franken est un système simple qui donne le sentiment. En gros, le résumé, c'est de dire on gère nos frontières, mais si vous passez, eh bien effectivement, on aura un accueil humain. C'est inexact. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer que la solution, c'est d'avoir des frontières imperméables. Les frontières imperméables ne sont pas des frontières humaines. Les frontières doivent être maîtrisées, c'est certain. C'est-à-dire, à un moment donné, le modèle que l'on doit développer, c'est une politique migratoire européenne. Tous les pays d'Europe doivent se répartir
un nombre de migrants au regard de ce qui arrive dans le pays et pratiquer la même politique. Mais vous comprenez bien, vous entendez bien que l'Europe, quand même, elle a basculé d'un certain côté. Quand on voit le langage qu'a tenu Ursula von der Leyen, quand on voit les pays des premiers ministres, Orban, etc. Voilà, vous êtes choqué parce je suis terriblement choqué. Ce n'est pas l'Europe du tout que nous voulions. Ce n'est pas l'Europe. La Belgique est mère de l'Europe. Ce n'est certainement pas l'Europe que la Belgique a voulu créer et veut soutenir. Cette Europe est juste économique et elle stigmatise. Et ça n'est pas acceptable. Elle stigmatise. Qu'est-ce que vous répondez, Hervé Rigaud, quand on vous dit que vous êtes des laxistes de gauche en matière de... Nous ne sommes pas des laxistes de gauche. Nous ne demandons pas. L'Europe et la Belgique ne sont pas des pays porte ouverte. Nous ne disons pas oui à toute la migration. Nous disons oui à prendre nos responsabilités. On a signé les accords de la Convention de Genève. On a signé Dublin. Eh bien, on doit prendre nos responsabilités dans ces textes. On doit appliquer. C'est-à-dire, à un moment donné, des hommes et des femmes ont le droit d'introduire une demande de protection internationale. Ce droit, on doit le respecter. Au terme de ce droit, des hommes et des femmes peuvent se voir refuser l'accueil en Belgique. Et dans ce cas, nous devons aussi appliquer la loi qui est effectivement, de dire à ces personnes, votre place n'est pas chez nous et vous devez introduire une demande de retour volontaire et au besoin aussi de pratiquer le retour forcé. Donc nous ne sommes pas laxistes, mais nous ne sommes pas non plus irresponsables. Pas laxistes, pas irresponsables, ça c'était pour le chapitre immigration. On va venir sur le chapitre parlementaire dans quelques minutes, mais d'abord, comme vous l'avez dit, on a reçu Théo Franken hier. Il avait un message pour le Parti socialiste, notamment au niveau de la formation du gouvernement. Écoutez-le, je vous propose de le regarder une minute. On doit avoir un accord avec le PS. Même on doit pas aimer l'un à l'autre. Ça c'est pas la chose, mais on doit être professionnel et correct. Et travailler ensemble. Même et moi j'ai fait des négociations avec Bart de Wever et Monsieur Magnette pendant 8 mois. Et j'ai senti toujours Monsieur Di Rupo et c'était toujours une attitude correcte. C'était pas, on n'a jamais fait bagarre ou faire des rusies. Des rusies, des querelles, jamais. C'était correct. Parce qu'on sait, un jour, on doit faire un grand accord avec la NVA et le PS parce que nous sommes les deux grands partis du pays. Alors, vous voyez ce qu'il veut dire. Il ne faut pas s'aimer, mais il faut bosser ensemble. Vous êtes d'accord avec ça, Hervé Rigaud, Parti socialiste et NVA? Il va falloir trouver un grand accord pour ce pays. Mais je crois que le propos de Théo Franken, c'est un peu le surréalisme à la belge que j'entends ici. Donc, il est en train de nous dire, hier, il a dit deux choses. Il a dit d'abord, Bart de Wever est un homme d'État. Ça, c'est totalement surréaliste. Un homme d'État ne peut pas, d'un côté, dès le 9 octobre, jeter en pâture la note de l'informateur de l'époque, Paul Magnette, en disant que c'est de la bouillie et qu'il faudrait une brosse à dents pour les Flamands pour pouvoir digérer. Donc déjà là, un homme d'État n'oppose pas Flamands et Wallons. Ce qu'il a fait déjà là, c'était une opposition. Deuxièmement, un homme d'État ensuite ne peut pas appeler à la levée d'un front flamand. Un homme d'État, un État belge, est un homme qui va défendre l'intérêt de l'ensemble des citoyens et de ne pas opposer le Nord et le Sud. Donc c'est une fin de non-recevoir que vous opposez c'est inacceptable. Mais sur le fond, alors sur le fond, pas sur le caractère d'État. On va revenir, je crois que c'est quand même complètement fou, de nouveau, ça c'est du surréalisme. Monsieur Franken dit depuis le départ, on doit bosser ensemble, sauf que on a été à toutes les réunions, plus de 60 réunions. On a entendu, on a discuté, on a tenté de voir s'il y avait des convergences. Et au terme de cette situation, il n'y a pas de convergence, c'est clair. Alors ce n'est pas, nous ne voulons pas aller avec la NVA, nous ne voulons pas du programme, des options soulevées, mises en œuvre par la NVA, parce que ces options ne vont pas dans le sens des enjeux de société que nous voulons défendre. C'est ça le problème. Alors, ce n'est pas un non dogmatique, c'est un non parce que nous ne partageons pas les mêmes valeurs, et je pense qu'aujourd'hui, quels que soient les partis, la NVA en premier, on doit comprendre que ce n'est plus une option, on a été clair sur le sujet, ce n'est plus une option. Pierre. Hervé Rigaud, deux réactions, réflexions sur la page Facebook par rapport à la question migratoire. Tout d'abord, Bob qui vous accuse de prôner des choses inapplicables dans l'état actuel des choses. On va voir comment vous réagissez à ça. Et Eric qui demande aussi si c'est l'Europe qui doit être le seul continent à accueillir tout le monde. Alors, sur la première question, la solution que je ne propose pas une solution directe. Ce qui est inapplicable, c'est d'agir seul et isolément. On n'apportera pas une réponse seule à la question migratoire. Donc, ce qui est applicable, c'est une politique commune et solidaire, commune de toutes et tous, et une politique claire, transparente et connue. Pas la frontière porte ouverte, mais une frontière avec des règles claires. La migration légale doit être organisée. Deuxièmement, effectivement, ça ne peut pas être que le rôle de l'Europe. C'est le rôle également des autres pays où l'on peut être en sécurité. Évidemment, c'est le rôle des États-Unis, c'est le rôle aussi on le disait tout à l'heure, mais la politique n'est pas bien menée à ce niveau-là, de l'Australie. Mais non, c'est une politique solidaire de l'ensemble. Et d'ailleurs, c'était la volonté du pacte de Marrakech. C'est de mettre tous les pays autour de la table pour trouver une solution commune à cette problématique migratoire.
le problème, vous voyez bien, Hervé Rigaud, c'est vrai que même la Flandre et la Wallonie n'ont pas la même vision de la politique migratoire. La Wallonie est à gauche, la Flandre est plutôt à droite, donc c'est quand même entre Belges, c'est difficile de définir une politique d'asile et de migration. Mais c'est très difficile parce qu'on touche à un domaine sensible. Oui. Mais aujourd'hui, j'entends évidemment la colère de beaucoup de citoyens qui se disent nous sommes dans des difficultés. Mais ce que je n'entends pas, c'est qu'à un moment donné, on pointe du doigt les difficultés en disant ce sont les migrants. Alors aujourd'hui, on peut dire à un moment donné que la situation est précaire pour certains d'entre nous, mais pas une raison mais pour. ce n'est pas une raison Oui. pour. Parce que qui aujourd'hui est prêt à dire que le prix à payer, c'est de prendre les armes, comme on le fait actuellement aux frontières avec la Turquie, et menacer des personnes que si elles passent la frontière, eh bien, on va tirer. Qui peut le faire? Je ne le ferai pas. Vous êtes spécialiste, dernière question là-dessus. Il y a une vraie crise migratoire qui menace aujourd'hui la Belgique, un afflux de réfugiés comme on l'a connu il y a 2-3 ans. Alors, il y a eu à un moment donné un afflux fin de l'année passée. Cet afflux est en train de se résorber en Belgique actuellement. Les chiffres démontrent qu'il y a une diminution du nombre de migrants. Donc on était, je le répète, dans une crise qui était conjoncturelle en Belgique et qui était liée à une mauvaise gestion de l'ancien secrétaire d'État. Merci, Hervé Rigaud. La deuxième partie de l'interview d'Hervé Rigaud, ce sera juste après le flash de 7h30. Préparez déjà les questions que vous aurez à lui poser et il faut les noter dans la section commentaires de notre page Facebook. La deuxième partie de l'interview d'Hervé Rigaud par Martin Buxan, interview que vous pouvez toujours suivre en live sur Facebook et sur Twitter. Car plus on a de questions, plus on rit, Pierre. Alors, 2 points dans l'intervention du député socialiste Hervé Rigaud en première partie d'interview. Pas question de céder aux sirènes et aux appels de la NVA comme celui lancé par Theo Franken ici même hier matin. Après plus de 60 réunions, on voit que ce n'est pas possible. Et puis, sur la crise migratoire qui menace l'Europe, il faut une réponse humaine et non pas prendre les armes comme on le fait actuellement en Grèce. Hervé Rigaud, alors, cet après-midi à la Chambre, au Parlement fédéral, il y a la loi sur l'euthanasie qui va passer. Qu'est-ce que ça va changer concrètement dans les faits ? Alors, ce que ça va changer, il faut se rappeler que la loi a déjà près de 20 ans aujourd'hui. Elle date de 2002. Oui. À l'époque, cette loi prévoyait déjà la possibilité de faire une déclaration anticipée. Alors, c'est quoi une déclaration anticipée ? C'est de dire à chaque instant, pour tout citoyen, si un jour il m'arrive dans les conditions de l'euthanasie et que je ne suis plus en mesure d'exprimer ma volonté, veuillez noter dès à présent que ma volonté est que vous pratiquiez l'euthanasie. Ça, c'était le texte initial. Sauf que ce texte initial vous demandait de renouveler votre déclaration tous les 5 ans. Fastidieux et aussi dangereux, puisqu'un oubli aurait pu finalement provoquer l'effet contraire de votre demande. Et donc ça a été changé fin de législature grâce au Parti socialiste, où on a mis une durée indéterminée à cette convention, sauf qu'on n'a pas pu aller au bout de l'exercice. Il y a eu malgré tout un dernier bastion qui a été maintenu, à savoir que tous les 10 ans, l'administration communale devait vous rappeler que vous aviez déposé une déclaration. Donc, tous les 10, eh bien, tous les 10 cette fois-ci, ce qui change, donc avec le texte qui va être présenté aujourd'hui en séance plénière, c'est terminé. La déclaration sera durée indéterminée. Et petite évolution, il n'y aura plus cette charge administrative pour l'administration communale. Donc c'est fini. On fait une déclaration. Mais les grands changements, ils sont surtout, s'il y a 2 autres grands changements fondamentaux. La fameuse fin de la clause collective. Voilà. Le Parti socialiste a profité de la réouverture des débats pour déposer 2 propositions pour lever en fait 2 obstacles. Brièvement, Hervé Rigaud. Alors, premier obstacle, c'était jusque-là, les institutions, hôpitaux, maisons de repos pouvaient de temps à autre interdire l'euthanasie dans leurs institutions. On lève l'obstacle, c'est pas acceptable aujourd'hui. On doit permettre librement de pratiquer aux médecins et donc aux patients de pouvoir respecter leur choix, leur volonté. Deuxième obstacle, certains médecins, nous pouvons le respecter pour des raisons personnelles, refusaient de pratiquer l'euthanasie, clause de conscience individuelle, il y avait un délai, bien sûr, mais aujourd'hui on met un délai. Ils doivent s'exprimer dans les 7 jours à dater de la demande du patient, et si ils ne souhaitent pas pratiquer l'euthanasie, ils doivent soit orienter le patient vers un autre médecin qui le fera, soit, à défaut, l'orienter vers des associations qui sont vraiment des associations de soutien aux patients et qui pourront orienter ceux-ci, guider ceux-ci vers des médecins qui pratiqueront alors l'euthanasie. Donc dans les 2 cas, ce qu'on fait, c'est de garantir le respect de la liberté individuelle de mourir dans la dignité. Vous diriez, Hervé Rigaud, l'un dans l'autre, pour schématiser, qu'on simplifie l'accès et le recours à l'euthanasie ici en Belgique, alors avec cette nouvelle loi ? On garantit la liberté individuelle de pouvoir faire son choix. Alors vous êtes également membre de la commission santé du Parlement fédéral. Beaucoup de débats pour le moment au niveau du Covid-19. Maggie de Bloch a été auditionnée, vous l'avez auditionnée là il y a 2 jours. Elle est de plus quand même
est quand même assez contestée, hein, les mesures du fédéral. On a entendu Elio Di Rupo hier qui disait, voilà, il faut que les mesures soient analogues partout dans toutes les régions du royaume. C'est pas le cas pour le moment. Au niveau de la communication, ça a été aussi assez erratique. C'est votre opinion, vous partagez ça ou pas? Vous dites? Mais globalement, je pense, en tout cas, ce que nous avons obtenu comme information, c'est de voir que, en tout cas, l'action se met en place rapidement. La concertation avec les entités fédérées, les mesures ont été prises assez rapidement également. Mais c'est vrai qu'il y a des choses encore à mener. Disait que c'était pas terrible. Alors, évidemment, il y a des choses à renforcer. Ce qui doit être renforcé, c'est la concertation. Elle doit s'accélérer. Ça, c'est évident. Il faut une solution globalisée, une solution concertation aussi avec les personnes de première ligne. Ça, visiblement, aujourd'hui, ça doit être renforcé. Les médecins sont furieux. Quoi. Voilà. Ils disent que les mesures sont ridicules. Mais je pense qu'il ne faut pas céder à deux choses. La banalisation serait une erreur. Nous sommes effectivement face à une situation qui demande la prise de responsabilité. Grave. Mais l'hystérie collective ne mènera à rien non plus. Donc l'un dans l'autre, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est apporter des réponses pratiques. Et la meilleure réponse aujourd'hui que nous devons mener, c'est la réponse de tous les citoyens. C'est d'être responsable et de respecter les consignes qui nous sont données. Oui. Donc l'État fédéral, les entités fédérées doivent informer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et nous, ce que nous devons faire, ce que vous devez faire aussi, c'est respecter ce qu'on va vous demander de faire. Et c'est important parce que chacun d'entre nous peut être porteur demain de ce virus. Et donc, par notre comportement, nous pouvons effectivement lutter contre la propagation ou, par contre, favoriser la propagation. Le problème, entre guillemets, Hervé Rigaud, c'est que vous dites respecter les consignes, mais parfois les consignes sont même contradictoires, d'une école à l'autre, d'un établissement scolaire à l'autre, ou d'une commune à l'autre. On a eu Olivier Minguin, où Olivier Saint-Lambert dit pas la même chose qu'Etterbeek. Donc, c'est le citoyen, il est donc essentiel d'avoir une seule communication, et ça c'est clair, une seule communication, une cohérence, et il n'est pas pertinent d'avoir des prises de décision individuelles au niveau local, Pour le dire autrement, est-ce qu'il n'y a pas trop de monde qui se mêle de cette crise Covid-19? Je pense qu'à mon sens, il est temps d'avoir une bonne concertation avec un porteur, une task force et un patron dans cette situation, et on parlait d'une seule voix. Il y a trop de ministres en charge de la santé en Belgique? Il n'y a pas trop de ministres en charge de la santé aujourd'hui en Belgique. Nous sommes dans une situation où nous devons nous concerter pour apporter une solution commune, un discours cohérent, unique, et chaque ministre travaille sur la santé, mais a des compétences spécifiques et doit œuvrer dans ses compétences pour passer le bon message et prendre les bonnes actions. Et après avoir entendu la ministre de la Santé au Parlement, dans votre commission, vous êtes persuadé et convaincu que la Belgique est prête à faire face à l'épidémie qui arrive ou qui est là? Je crois qu'il y a plusieurs stades qui doivent être encore renforcés. Le premier stade, vous en parliez tout à l'heure de l'actualité, la fourniture de matériel nécessaire pour répondre à la situation. Okay. On n'y est pas encore, c'est à améliorer. Deuxième stade, nous avons mis l'accent, nous devons développer les laboratoires qui vont être à même de pouvoir demain... Un seul labo pour le moment en Belgique. Un seul labo, c'est pas raisonnable, c'est même irresponsable. Parce que si ce labo devait pour une raison ou une autre soit être surchargé, on augmenterait les délais, et le délai trop long porte atteinte justement à la volonté de stopper, d'éradiquer la propagation du virus. Mais deuxième élément, si pour une raison technique ou de contamination, ce labo n'était plus en mesure de travailler, alors on ne sait plus dépister. Donc aujourd'hui, on doit ouvrir vraiment le nombre de laboratoires et fournir les kits d'analyse à toutes et tous, et puis offrir également, se préparer peut-être à la situation phase 3, et c'est d'ailleurs vérifier si nous avons toutes les mesures possibles pour répondre à la crise si elle devait arriver demain. Je ne dis pas qu'elle sera là, mais en tout cas gouverner, c'est prévoir, et on doit s'y préparer. Gouverner, c'est prévoir. Pierre? Hervé Rigaud, en un mot, toujours concernant l'euthanasie aujourd'hui au Parlement, Magali demande s'il y aura des débats concernant les demandes d'euthanasie pour les maladies mentales. Alors, le sujet n'est pas d'actualité aujourd'hui. C'est un sujet qui viendra probablement dans le temps et qui nécessitera la réouverture des débats sur l'euthanasie. Donc aujourd'hui, on est en séance plénière, le parcours législatif est terminé, et aujourd'hui, on est amené à voter justement sur les propositions que je vous indiquais. Oui. Durée indéterminée, fin de la clause de conscience collective et fin des clauses de conscience individuelles, en tout cas de l'obligation de pouvoir se prononcer. Donc, pour répondre à Magali, donc non, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais je suis convaincu éventuellement les débats. Ce débat devra revenir en commission. Nous devons poursuivre l'avancée raisonnée, raisonnable, réfléchie, et la maturité est là aujourd'hui après 20 ans de cette loi sur l'euthanasie pour poursuivre l'avancée, mais ce n'est pas l'actualité. Merci Hervé Rigaud d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie, merci à vous. Merci beaucoup Hervé Rigaud, merci Martin.